Imaginons un instant une réunion au sommet, dans le huis clos d'un conseil d'administration d'une entreprise qui serait littéralement au bord du gouffre financier. Le genre de réunion où l'ambiance est particulièrement électrique, j'imagine. Exactement. Le directeur financier transpire à grosses gouttes. Il s'apprête à projeter un tableau Excel d'une complexité folle juste pour tenter d'expliquer comment restructurer une dette tout bonnement colossale. La tension est palpable. Et j'imagine que personne n'a vraiment de solution miracle. Eh bien, c'est là que ça devient intéressant. Soudainement, un intervenant pousse la porte, il entre dans la pièce, éteint très calmement le vidéoprojecteur, pose un petit manifeste sur la table et déclare que le véritable problème, ce n'est pas le taux d'intérêt de la dette. Ah, et quel est le problème alors? Selon lui, le problème, c'est l'existence même de ce conseil d'administration et des actionnaires qu'il représente. C'est une entrée en matière plutôt radicale. C'est vrai. Et cette scène un peu ubuesque, eh bien, c'est très exactement la dynamique qui se dessine quand on plonge dans les sources de notre exploration d'aujourd'hui. Une exploration consacrée à la mécanique d'une élection municipale parisienne particulièrement sous tension. C'est une excellente métaphore. Le tableau Excel que vous évoquez illustre d'ailleurs parfaitement la situation comptable de la capitale française à l'aube de ce scrutin. Parce qu'il y a un véritable éléphant dans la pièce, n'est-ce pas, Sam? Absolument. Le sujet qui écrase tous les débats télévisés, toutes les colonnes de la presse en ce moment, c'est cette dette abyssale de la ville de Paris. Les rapports de la Chambre régionale des comptes sont implacables à ce sujet. On parle d'une dette qui a plus que doublé sous les mandatures précédentes, c'est bien ça? Tout à fait. Aujourd'hui, on est sur des estimations vertigineuses. On oscille entre 10 et 12 milliards d'euros. À ce niveau-là, ce n'est plus du tout un simple découvert. C'est une véritable hypothèque sur les générations futures. Exactement. Et c'est une hypothèque qui, de fait, dicte toute l'action publique locale actuelle. 12 milliards d'euros, c'est un chiffre qui donne le tournis. Et logiquement, cela dicte la ligne de conduite de l'écrasante majorité des candidats. Quand on épluche les tracts de figures politiques comme Rachida Dati ou Pierre-Yves Bournazel ou encore Sarah Knafo, La rhétorique est toujours la même. voilà, ça tourne inévitablement autour d'une poignée de concepts. Le fameux choc de gestion, la rigueur, l'optimisation. On entend parler de réduire les effectifs, de privatiser le nettoyage de la voirie. Ou de vendre en masse des logements sociaux en banlieue pour enflouer les caisses. C'est le lexique très classique de l'austérité face à un mur financier. C'est ça. Mais l'objectif de notre analyse d'aujourd'hui, pour notre audience, ce n'est absolument pas de comparer ces différentes nuances de rigueur comptable. Nous allons faire un pas de côté. Un pas de côté tout à fait fascinant d'ailleurs. Oui, car nous allons examiner la structure d'une candidature qui refuse tout simplement de s'asseoir à cette table de négociation financière. Il s'agit de la campagne menée par Blandine Chauvel, qui est soutenue par le parti NPA révolutionnaire. Et je pense qu'il est crucial, avant d'aller plus loin, de bien cadrer notre démarche aujourd'hui. Tout à fait, c'est important de le préciser. La lecture de ces sources, et notamment l'analyse détaillée de leurs documents de campagne, se fait sous un angle strictement mécanique et analytique. Il s'agit pour nous de décortiquer l'architecture d'une pensée politique. Sans pour autant l'endosser ni la juger, bien évidemment. Exactement. Le but est de comprendre comment un programme, explicitement intitulé Paris ouvrière et révolutionnaire, se construit. Donc la grande question qui anime notre plongée dans les sources, c'est de voir par quel mécanisme une candidature prétend transformer la ville sans jamais actionner les leviers légaux ou fiscaux habituels. C'est justement cette rupture de paradigme qui rend la lecture de ce document si intrigante. Avant même de lister la moindre proposition pour les rues de Paris, le postulat de base, c'est un refus viscéral de la posture du bon gestionnaire. Et la biographie de la candidate joue un rôle clé là-dedans, n'est-ce pas? Blandine Chauvel n'est pas une énarque. Non, pas du tout. Elle n'enchaîne pas les mandats politiques. Elle est assistante sociale à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Et ce détail, en fait, il éclaire tout le reste du programme. C'est-à-dire que son diagnostic ne part pas d'un audit financier. Voilà, c'est une observation presque clinique, basée sur la lutte des classes. Le constat est frontal. Paris est décrite comme une des métropoles les plus riches du monde, mais qui organise l'exclusion méthodique de ses travailleurs essentiels. Ceux qui nettoient la ville, ceux qui soignent les habitants, qui font rouler les bus. C'est ça, et qui sont poussés toujours plus loin en périphérie. Et ce, selon le programme, au seul profit d'une minorité d'ultra-riches. Je suis fascinée de voir à quel point cette grille de lecture dicte vraiment l'ensemble de l'offre politique, même dans la forme du programme. C'est très frappant, oui. Habituellement, un projet municipal classique, c'est un peu un catalogue de vente par correspondance. Un empilement de promesses hyper segmentées. Exactement, pour rassurer chaque niche électorale. On a un chapitre pour les commerçants de proximité, une double page sur les crèches pour les parents d'élèves.
Un encart pour la sécurité des seniors, un autre sur le handicap. Voilà. Mais dans les documents de cette candidature soutenue par le NPA révolutionnaire, cette segmentation marketing n'existe purement et simplement pas. Il n'y a aucune mesure qui cible les jeunes ou les femmes en tant que catégorie isolée, si je comprends bien. Aucune. Le discours s'adresse à une seule entité, conçue comme un bloc parfaitement homogène, la classe travailleuse. Et ce rejet du marketing politique traditionnel, il se matérialise aussi dans les outils de campagne. On vit une époque très digitale. Par exemple, l'équipe de Sarah Knafo a mis en avant un simulateur d'intelligence artificielle pour calculer le pouvoir d'achat. Oui, un outil très sophistiqué. Et de l'autre côté, on a des mises en scène très théâtrales. Rachida Dati filmée en gilet fluorescent à l'arrière d'un camion poubelle. Une séquence qui a d'ailleurs été vivement raillée par l'extrême gauche, il faut le rappeler. Absolument. Et bien face à tout ça, la campagne de Blandine Chevel balaie ces artifices. Son innovation, elle est purement sociologique. L'argument central, c'est que la composition de la liste électorale, c'est déjà en soi le programme. Et ça prend tout son sens quand on regarde les profils de cette liste. Il n'y a aucun cadre supérieur, aucun expert en politique publique. Seulement des personnes qui, comme ils le disent, vendent leur force de travail au quotidien. C'est ça. Des infirmières, des cheminots, des agents d'entretien, des enseignants, des étudiants, des chômeurs. C'est l'incarnation littérale de leur message politique. Le candidat n'est plus un super gestionnaire qui va rationaliser les dépenses. Non, le candidat est un porte-voix brut. Son unique mandat est d'imposer les revendications de son camp. Pour reprendre l'image du bateau tout à l'heure, se présenter à la mairie avec cette liste, ce n'est pas déposer un CV pour être le capitaine qui va optimiser la consommation de carburant. Certainement pas. C'est monter à bord pour organiser ouvertement la mutinerie de l'équipage contre l'armateur. C'est une image forte. L'élection municipale n'est finalement qu'une faille dans le calendrier institutionnel pour rassembler cet équipage. C'est tout à fait l'essence de leur démarche. Mais du coup, puisque le costume de maire gestionnaire est jeté aux orties, une question se pose. Que propose-t-il concrètement pour modifier le quotidien matériel des habitants ? C'est là qu'intervient leur concept central d'urgence sociale. Ce n'est pas une simple boussole, c'est le cœur du réacteur. Et ce ne sont pas de petites réformes paramétriques. Quand on rentre dans le dur des mesures, les chiffres sautent effectivement aux yeux. C'est massif. On parle de revendications coup de poing, pensées comme des boucliers vitaux. Le programme exige d'abord un revenu minimum garanti pour tous, englobant les salaires, les retraites et les allocations. Fixé à 2 000 € net mensuels d'après les sources ? C'est bien cela. Et dans la foulée, pour contrer l'inflation, le texte revendique une augmentation générale de 400 € net pour absolument tout le monde. Il y a aussi cette interdiction stricte de tout licenciement et la régularisation inconditionnelle des travailleurs sans papier. Ces travailleurs qui, comme le rappelle le programme, forment les bataillons invisibles des arrière-cuisines et des chantiers parisiens. L'approche des services publics déploie d'ailleurs exactement la même radicalité. Sur la mobilité, la mesure phare, c'est la gratuité totale des transports en commun, n'est-ce pas ? Oui, l'objectif affiché est de soulager immédiatement le portefeuille des travailleurs, qui n'ont plus les moyens de vivre dans Paris intramuros, ceux qui subissent les coûts de transport depuis la grande banlieue. Le vocabulaire sur le logement et la santé est tout aussi tranchant. Pas question de construire juste quelques logements sociaux sur 15 ans. Non, le programme prône la réquisition pure et simple des logements vides. Et on sait qu'ils se comptent par dizaines de milliers dans la capitale. Le but est de garantir un droit inconditionnel au toit. Et pour l'hôpital, c'est un refus absolu d'accepter la moindre fermeture de lits supplémentaires. Exactement. Mais alors, attendez. Il faut qu'on fasse une pause ici. Parce que d'un point de vue purement juridique et institutionnel, tout citoyen sait que le Conseil de Paris n'a absolument aucune compétence légale pour modifier le Code du travail. Absolument aucune, c'est un fait. Un maire ne peut ni fixer le SMIC national à 2 000 €, ni interdire par arrêté à une entreprise privée de licencier ses employés. C'est clair. Mais même régulariser des travailleurs sans papier, ce qui est une prérogative régalienne du ministère de l'Intérieur. Donc, promettre tout cela sur un tract pour une élection municipale, administrativement parlant, c'est un non-sens. Quel est le but de cette démarche si l'élu n'a aucun pouvoir pour signer les décrets ? Eh bien, cette contradiction apparente, c'est véritablement la clé de voûte de leur stratégie révolutionnaire. Pour le NPA, le cadre institutionnel de la vie république et la délimitation des pouvoirs d'un maire, ce n'est pas un espace neutre. C'est perçu comment, alors ? C'est perçu comme un corset juridique construit par et pour la bourgeoisie, spécifiquement conçu pour empêcher toute transformation sociale par les urnes. Donc le but n'a jamais été de rédiger une délibération au lendemain du second tour. L'élection locale est en quelque sorte piratée. Voilà.
Elle est utilisée comme un porte-voix gigantesque. Le programme agit comme une plateforme de mobilisation, un outil pour cristalliser la colère. Le message n'est donc pas votez pour nous et nous changerons la loi. Non, le message, c'est plutôt regroupons-nous autour de ces exigences matérielles et préparons-nous à les imposer par d'autres moyens. Ce qui nous amène de front au mur de la réalité financière. Parce que si la candidate ignore royalement les 12 milliards de dettes de Paris et refuse les coupes budgétaires, où trouve-t-on l'argent? C'est la question incontournable. Financer un revenu minimum à 2 000 €, des augmentations de 400 €, la gratuité des transports, on parle de dizaines de milliards. Comment équilibre-t-on cette équation budgétaire qui semble, sur le papier en tout cas, totalement chimérique? La réponse se trouve dans un changement total d'échelle. Dans leur doctrine, le financement ne se règle pas dans les couloirs de l'hôtel de ville. Ni en ajustant la fiscalité des Parisiens. Il repose sur quoi alors? Sur le rapport de force sociale et la captation directe des profits capitalistes. Le diagnostic affirme que la richesse existe à profusion, générée par le travail des ouvriers, des employés, mais massivement détournée vers les dividendes. Les sources citent d'ailleurs très spécifiquement l'entreprise Total, n'est-ce pas? Oui, il l'accuse d'accumuler des milliards de super-profits avec la bienveillance de l'État, pendant que la population compte ses centimes. L'idée, c'est d'aller récupérer cet argent directement dans la trésorerie des grandes multinationales. Et en lisant de près, on découvre un second levier de financement très lié à l'actualité géopolitique, c'est l'attaque frontale contre l'économie de guerre. Un point fondamental de leur programme, effectivement. Ils fustigent les lois de programmation militaire. L'argument étant que l'État impose l'austérité aux classes populaires, des hôpitaux délabrés, des écoles surchargées, tout en trouvant soudainement des dizaines de milliards pour l'industrie de l'armement. Exactement. Et l'exigence posée, c'est de stopper cette machine et de réorienter instantanément cet argent public vers les besoins vitaux de la population. Donc récupération des dividendes privés d'un côté et démantèlement de l'économie de guerre de l'autre. On voit bien qu'on a largement quitté le domaine de la gestion locale. Et comme ces transferts de richesses gigantesques ne se décrètent pas au conseil municipal, il faut un levier d'action à la hauteur. Lequel? La grève générale. C'est l'outil ultime. Dans cette logique, le véritable pouvoir législatif ne siège pas à l'Assemblée nationale ou à la mairie de Paris. Il réside dans la capacité des travailleurs à bloquer la production. L'idée, c'est que seul un blocage coordonné de l'économie, de la logistique, forcerait le grand patronat et l'État à débloquer les fonds. C'est exactement ça. L'élection municipale n'est qu'une étape préparatoire, un moment pour compter ses forces avant l'affrontement social. C'est une grille de lecture qui, qu'on y adhère ou qu'on la rejette, est intellectuellement redoutable quand elle fait éruption dans le théâtre feutré d'une élection locale. Redoutable, oui, car elle force n'importe quel citoyen à s'interroger sur l'échelle réelle du pouvoir. Quand on se lève le matin à Paris, que le loyer absorbe la moitié du salaire, que le coût des courses explose, est-ce que ça peut vraiment se régler par une meilleure délibération sur une piste cyclable? Ou bien le véritable levier se situe-t-il sur des failles macroéconomiques béantes? C'est le défi posé par cette candidature. Utiliser un scrutin de proximité pour imposer un débat sur la macroéconomie. C'est un renversement de perspective saisissant. Habituellement, l'élu local cherche à rassurer en montrant sa maîtrise de la microgestion, la voirie, la propreté. Ce programme déchire ce décor. Il rappelle brutalement que la métropole parisienne n'est pas un village gaulois isolé. C'est un nœud névralgique de l'économie mondialisée. Traversé par les mêmes logiques de rentabilité et d'exploitation qu'ailleurs. En refusant le costume du syndic de copropriété, cette candidature affirme que les fractures sociales de la ville sont les symptômes d'une maladie systémique. Et on ne soigne pas un tel mal avec des pansements municipaux. Si on devait synthétiser, on dirait qu'elle instrumentalise la scène médiatique de Paris pour dresser un réquisitoire contre le capitalisme dans son ensemble. D'ailleurs, un détail est très révélateur dans les sources. Lequel? Quand on cherche une trace d'attachement au fameux patrimoine parisien, on ne trouve aucune mention de l'architecture haussmannienne ou des monuments historiques. Ah oui, c'est vrai. L'unique revendication d'héritage est mémorielle et politique. C'est l'héritage de la Commune de Paris de 1871. Cette référence n'est pas qu'une coquetterie historique. C'est le cœur nucléaire de leur imaginaire. La Commune de Paris, cet épisode sidérant de 72 jours où la classe ouvrière a pris le contrôle total de la capitale, expérimenté la démocratie directe. C'est un peu la preuve de concept de ce programme au fond. C'est exactement ça. Pour eux, la Commune démontre qu'une autre forme d'organisation, débarrassée des hiérarchies bourgeoises, a véritablement existé dans ces mêmes rues. C'est l'écho direct de leur appel actuel à l'auto-organisation.
Ce qui nous ramène irrémédiablement à notre invité inattendu du début, dans notre fameux conseil d'administration. C'est lui qui éteint le projecteur. Oui, cet invité, avec son manifeste, n'a certainement pas convaincu les actionnaires de renoncer à leur dette de 12 milliards. Il ne prendra sans doute jamais la place du directeur financier. Mais par le choc de son intervention, il a forcé tout le monde à regarder la structure des murs qui les entourent. À questionner la légitimité même de cette réunion. Et cela laisse une réflexion vertigineuse pour l'avenir de la politique urbaine. Pour tous ceux qui nous écoutent, on peut légitimement se poser une question. Face à des métropoles de plus en plus mondialisées, fracturées par les inégalités, est-ce que les élections municipales ne sont pas condamnées à terme à devenir systématiquement des référendums sur le modèle économique global? L'enjeu dépasserait alors définitivement la gestion apaisée du trafic local. Pour se transformer en un affrontement permanent sur la répartition des richesses à grande échelle. C'est un vertige intellectuel qui mérite réflexion. Et c'est ainsi que s'achève notre plongée au cœur de cette mécanique politique complexe. Un très grand merci à notre audience pour son écoute assidue lors de cette exploration exigeante.